Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter la table ronde du mois d'octobre. Et cette table ronde aujourd'hui, c'est en général sur les Mickey et sur les animés dans les Mickey. Donc cette table ronde sera en deux séances. La première séance sera animée par le professeur Rabhi Samira, professeur de médecine interne et chef de service des urgences ici au CHU Hassan II. La deuxième partie, c'est le traitement des animés dans les Mickey, qui sera animé par le professeur Yousfi Mounia. Donc, au nom du bureau de l'AGER, je souhaite la bienvenue au professeur Rabhi Samira qui nous a honorés par sa présence et pour l'animation de cette table ronde. Je remercie aussi le professeur Yousfi, qui est membre de l'AGER, membre actif de l'AGER, et chaque fois qu'on lui demande d'organiser ou d'animer une table ronde, il ne dit jamais non. Je remercie les laboratoires Al-Hikma qui sponsorisent cette table ronde. Donc, sans trop tarder, je vais laisser la parole au professeur Rabhi Samira, et je pense que vers la fin, il y aura une discussion et on a d'autres informations à vous communiquer. Alors, professeur Mahbabik. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un plaisir et un honneur pour moi de co-animer cette table ronde avec Madame Yousfi. Et je pense que c'est la première fois que je collabore avec l'AGERC en tant qu'orateur. Et j'espère que ça ne sera pas la dernière. Alors, il m'a été confié par les organisateurs de traiter la physiopathologie des animés au cours des Mickey. Et donc, je vais essayer d'être assez brève et d'insister sur l'essentiel. Alors, les anémies au cours des Mickey, c'est considéré comme une affection extra-intestinale qui est très fréquente chez cette catégorie de patients. 20% à peu près des patients qui sont suivis en ambulatoire présentent une anémie et plus de 68% des patients hospitalisés présentent une anémie. L'anémie chez les patients qui sont suivis pour les Mickey est une cause importante de fatigue qui retentit sur la qualité de vie et elle est le plus souvent d'origine multifactorielle. Alors les causes de l'anémie sont multiples. On peut insister sur la plus importante, c'est la carence en fer. Cette carence en fer, elle est due à plusieurs causes. La principale, c'est les hémorragies digestives, suivi par un problème d'alimentation qui est souvent dû à des troubles digestifs, des douleurs abdominales et une anorexie secondaire à la fatigue, à l'état du patient. Et à côté de cela, il y a la malabsorption qui est très importante, surtout chez les patients qui présentent la maladie de Crohn, qui est souvent étendue et qui intéresse aussi bien l'intestin grêle que le côlon. La deuxième cause par ordre de fréquence des anémies, en dehors du déficit en fer, c'est la carence en vitamine B12 et en acide folique, qui est également due à plusieurs raisons que nous allons voir tout à l'heure. Ensuite, il y a les anémies secondaires à l'inflammation chronique que connaît cette patient, puisque les Mickey, c'est une maladie inflammatoire chronique et qui passe par des poussées-rémissions. Et donc, l'objectif principal du gastro-entérologue qui suit le patient, c'est de réduire l'inflammation et d'introduire des traitements qui seront bien tolérés et qui permettent de stabiliser l'inflammation. Donc, l'inflammation chronique, elle retentit aussi bien sur l'absorption intestinale du fer que sur l'érythropoïèse. Et en dernier lieu, l'anémie peut être secondaire à l'utilisation des drogues qu'on utilise classiquement pour justement maintenir la rémission, notamment les immunosuppresseurs, dont certains provoquent la malabsorption des folates, notamment le méthotrexate. Il y en a d'autres qui sont des immunosuppresseurs et qui peuvent entraîner une myélosuppression, et donc ce sera des anémies d'origine centrale. Alors, passons directement au vif du sujet, la physiopathologie des anémies. Donc, je me permets
de vous montrer ce schéma. Alors ce schéma, juste pour dire qu'au niveau de la moelle osseuse, qui est le lieu de production de synthèse des différentes lignées du sang, il y a deux grandes catégories. Il y a la lignée granuleuse et la lignée lymphoïde. La lignée granuleuse, elle donne presque 90% de tous les éléments, c'est-à-dire la lignée érythroïde qui produit les globules rouges, mégakaryocytaire qui produit les plaquettes et la lignée granulocytaire qui produit les polynucléaires neutrophiles et le reste. Les lymphocytes, leur maturation ne se passe pas au niveau de la moelle osseuse, elle se passe au niveau du thymus. Donc tout ce qui concerne ici la cellule souche initiale qui est destinée à être différenciée et à produire la lignée granuleuse est touchée par un problème, il y aura un retentissement sur les trois catégories, la lignée granuleuse des globules blancs, les plaquettes et les globules rouges. Donc, on va s'intéresser à la lignée érythrocytaire. Et donc, comme vous le voyez, il y a une érythropoïèse précoce. Le curseur ne marche pas. Il y a une érythropoïèse précoce, en haut, et une érythropoïèse tardive, qui aboutit à la différenciation du globule rouge mature. Cette érythropoïèse précoce, elle passe par différentes étapes. La principale, comme vous le voyez, il y a une grande différence entre l'aspect de cette cellule initiale et la cellule définitive. Et comme vous le voyez, le volume de la cellule, il diminue au fur et à mesure que la maturation se fait. Le globule rouge, c'est la cellule la plus petite dans le processus de maturation des globules rouges. Alors, cette prolifération, cette maturation, elle passe par différentes étapes. Oui. Elle passe par différentes... C'est bon, merci. Cette prolifération par différentes étapes qui se base essentiellement sur des mutations, des mitoses plutôt, successives, et qui se base essentiellement sur une synchronisation entre la maturation du noyau, qui occupe presque tout le volume de la cellule, et la maturation du cytoplasme. Au fur et à mesure des étapes de maturation, le noyau, c'est-à-dire l'ADN, il se réduit, il se replie sur lui-même, et le cytoplasme, il se réduit également. Et donc, vers la fin, le globule rouge, c'est une cellule qui ne contient pas de noyau. Le noyau sera expulsé et il sera remplacé par l'hémoglobine. L'hémoglobine, dont le rôle principal, c'est de fixer les molécules d'oxygène, 4 molécules d'oxygène, et chaque molécule d'hémoglobine est constituée de 2 chaînes alpha de protéines et de 2 chaînes bêta, plus l'hème, c'est-à-dire le fer. Donc ça, c'est basé sur ce qu'on appelle la synchronisation de la maturation nucléaire et de la maturation cytoplasmique. Donc ce schéma, il reprend à peu près les mêmes étapes, juste pour insister sur des éléments très importants pour comprendre la suite. Alors le premier élément, c'est la moelle osseuse, et là, c'est le sang périphérique, c'est-à-dire le vaisseau. Là, c'est le vaisseau, et là, c'est la moelle osseuse. Donc, au tout début du processus de la formation du globule rouge, il y a plusieurs éléments qui influencent la maturation de la cellule souche et d'orienter l'érythropoïèse. Premier élément, ce sont les hormones. Alors, les androgènes et les hormones thyroïdiennes. Il y a d'autres hormones. Alors, les androgènes, pourquoi j'ai mis ces deux hormones? Les androgènes, ce sont des stimulateurs de l'érythropoïèse à un stade précoce et qui sont responsables de la différence du taux d'hémoglobine entre l'homme et la femme. Donc, un taux d'hémoglobine à 12, c'est la limite inférieure de normalité chez la femme. 12 grammes d'hémoglobine chez l'homme est une anémie. Donc, chez l'homme, à partir de 13 grammes d'hémoglobine, c'est normal. Et ça, c'est dû aux androgènes. Là aussi, et donc, si on a un déficit endocrinien en androgène, on aura une anémie d'origine centrale. Pareil pour les hormones thyroïdiennes. Ça entraîne une dysthyroïdie et ça retentit sur l'érythropoïèse précoce. Et donc, ça se traduit par un défaut de production des globules rouges. Et donc, ce sera une anémie d'origine centrale, c'est-à-dire arégénérative. Un peu plus en avant, si on avance, regardez là, le volume de la cellule commence à diminuer et il y aura la maturation de l'ADN
concomitante avec la maturation du cytoplasme. Pour avoir des mitoses, je ne sais pas pourquoi j'ai dit mutation, des mitoses successives, et pour la fabrication des globules rouges, la moelle osseuse a besoin de différents éléments, notamment le fer, comme vous le voyez, à un stade très précoce de l'érythropoïèse, l'acide folique, la vitamine B12 et certaines vitamines comme la vitamine B6. Il y en aura d'autres, mais là, je cite l'essentiel, ce qui nous intéresse pour la suite. Donc, si on a un déficit en fer, on aura également une anémie d'origine centrale et elle sera arégénérative. C'est pour cela que si on a une anémie qui nous annonce, qui nous indique que c'est carentiel, que c'est une carence en fer, ce n'est pas la peine de demander le taux de réticulocytes. On sait déjà à l'avance que c'est une anémie qui est d'origine centrale, qu'elle sera régénérative. Et c'est la même chose pour l'acide folique et la vitamine B12. Alors, la carence en fer, elle va perturber la maturation de l'ADN, de l'hémoglobine, et la carence en acide folique et vitamine B12, elle va perturber la synthèse de l'ADN. Alors, il y a plusieurs mécanismes des anémies. On va les voir ensemble. Il y a l'envahissement par des cellules anormales de la moelle osseuse. Il y a l'aplasie, c'est-à-dire raréfaction des logites médulaires fonctionnelles. Ça, c'est le premier mécanisme. Il y a l'érythroblastopénie, c'est-à-dire défaut de la cellule souche initiale par différents mécanismes, notamment viral. Il y a le défaut de la synthèse de l'hémoglobine. Ça se voit essentiellement avec la carence en fer. Ensuite, le défaut de synthèse de l'ADN, c'est comme on vient de le voir, la carence en vitamine B12, acide folique. Ensuite, la dysérythropoïèse, ça se voit essentiellement dans certaines hémopathies malignes comme le syndrome myélodysplasique et d'autres causes, ils ne sont pas citées ici. Les causes rénales, endocriniennes, etc., ils sont aussi responsables d'un mécanisme d'origine centrale. Si la moelle osseuse fonctionne bien, il y aura un problème. Lorsque le globule rouge est mature, il y aura certainement une destruction prématurée du globule rouge. Et donc là, on parle d'hémolyse. Donc ça, c'est juste un rappel. Ces deux schémas, c'est pour vous montrer que... Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je continue sans image. Alors, si vous avez regardé tout à l'heure, c'est juste pour montrer que quand on a la carence en fer, on a un défaut de synthèse d'hémoglobine, donc on aura des globules rouges qui sont plus petits que d'habitude, et donc on aura une microcytose, c'était ça Et quand on a une carence en vitamine B12 ou en acide folique, on a un défaut de synchronisation entre la maturation de l'ADN et la maturation du cytoplasme, et donc là on va parler de défaut, chaque fois qu'il y a quelque chose ici, bon, c'est pas grave. Donc, défaut de synchronisation entre le noyau et le cytoplasme. Alors, j'arrive au métabolisme du fer, puisque la carence en fer est la principale étiologie des anémies au cours des Mickey. Et comme vous le savez, le fer, c'est un oligo-élément qui est indispensable à la survie de l'organisme. Les besoins sont différents entre l'homme et la femme. Bon, je continue. Je vais continuer. Alors, entre l'homme et la femme, il y a des besoins qui sont accrus chez la femme, qui peuvent atteindre jusqu'à 6 mg par 24 heures. La femme, elle a des besoins doublement importants par rapport à l'homme, du fait des menstruations. Et l'apport alimentaire, c'est aux alentours de entre 10 à 20 mg, à peu près, 16 mg à peu près par 24 heures. L'apport alimentaire, il est essentiellement dû au fer héminique et le fer non héminique. Le fer non héminique, c'est-à-dire F3+, 3 atomes de fer, et le fer héminique, c'est 2 atomes de fer. Le fer non héminique, il n'est pas aussi bien absorbé que le fer héminique. Le fer héminique, qui contient 2 atomes de fer, Fe2+, c'est le fer qui est contenu dans la viande et le foie. Et il est rapidement absorbé. Mais nous, les Marocains, on insiste sur, on prend beaucoup par exemple, de lentilles, de céréales, en se disant que c'est plus riche en fer, alors que c'est tout à fait le contraire, ça ne marche pas.
quand on prend du fer héminique, il y a à peu près 10% qui est absorbé réellement. Quand c'est du non héminique, c'est-à-dire Fe3+, c'est à peu près 3 à 5% qui est absorbé. Et cette règle de 10% absorbé, c'est la règle qu'on retrouve dans la supplémentation en fer. Il y a Madame Yousfi qui va en parler, je ne vais pas en parler même si j'ai mis des diapos. Si vous avez fait attention, les comprimés qui circulent de fer oral, ce sont des comprimés qui contiennent 100 mg, 80 mg, etc. Donc des chiffres assez importants, tout ça pour n'absorber que à peu près les 10% dans les meilleurs des cas. Et donc le reste, il sera éliminé dans le tube digestif et c'est ce qui sera responsable des troubles digestifs et de la mauvaise tolérance du traitement. Donc la perte, normalement, le fer, c'est sous forme de boucle, il ne se perd pas, mais on peut avoir des dépenses excessives qui vont déstabiliser l'équilibre entre le fer, l'apport et la déperdition. Là, c'est un bref... donc le curseur a disparu. Ce sont des pointeurs. Voilà. Moi aussi, je sais le faire. Alors, juste un bref rappel, ça c'est l'entérocyte qui est représenté ici réellement. Donc, au niveau de l'estomac, le pH acide, il peut retentir sur la façon d'absorption du fer. Si, par exemple, on a absorbé du fer héminique, le vrai fer qui est rapidement absorbé, sous l'effet d'un pH acide très important, il sera transformé en Fe3+. Donc, au niveau de la lumière, lorsqu'il passe dans les duodénum, pour être absorbé, il y a un obstacle. Il y a un premier obstacle, une enzyme qui permet de faire entrer le fer. Et donc, il a besoin d'être réduit en Fe2+, pour passer. Une fois passé sous l'influence d'une autre enzyme qui s'appelle la ferriréductase, il y a deux issues. Il passe dans le sang pour être associé à son transporteur qui est la transférine. La deuxième issue, c'est aller vers le stock qui est la ferritine et qui se localise essentiellement au niveau du foie. Alors, la régulation de l'absorption du fer, il y a trois facteurs. Elle est régulée par les réserves en fer. Le principal reflet, c'est la ferritine, les apports alimentaires et l'érythropoïèse médulaire. Alors, cette régulation, il y a une protéine qui fait la régulation essentielle, c'est ce qu'on appelle l'hepsidine. Alors, l'hepsidine, si je reviens vers la première diapositive, il y a une autre protéine qui forme en quelque sorte une porte entre la lumière intestinale, l'entérocyte et le vaisseau. Cette ferroportine, elle est en quelque sorte, elle est empêchée par l'hepsidine. L'hepsidine, c'est une protéine également qui est synthétisée par le foie et elle a un effet inverse par rapport au taux de fer qui circule dans le sang. Si le taux de fer est élevé, l'hepsidine, elle va empêcher l'absorption du fer et inversement. Et donc, cette hepsidine, elle contrôle la ferroportine qui n'est en fait qu'un récepteur de l'hepsidine. Lorsque la liaison se fait, il n'y aura plus de fer qui va passer dans le sang. Cette hepsidine, elle est également influencée par plusieurs facteurs. Le principal facteur, c'est l'inflammation. Quand on a une inflammation très importante, ça empêche l'absorption du fer par la synthèse ou la production de l'hepsidine. L'hepsidine va empêcher la rentrée du fer parce que tout simplement la ferritine est élevée, parce que la ferritine c'est une protéine de l'inflammation. Et donc si le stock en fer est élevé, il n'y aura pas d'absorption de fer par la voie digestive. Les autres éléments, c'est l'hypoxie qui va inhiber l'hepsidine. Donc l'hypoxie veut dire qu'il n'y a pas assez d'oxygène qui se fixe au niveau des globules rouges, et donc on a besoin de plus de fer pour former des globules rouges, etc. Donc on a besoin de fer pour synthétiser plus d'hémoglobine. L'augmentation du fer plasmatique et l'infection, ça rejoint l'inflammation. Donc l'hepsidine, elle augmente en cas de carence en fer et elle diminue en cas de surcharge en fer dans certaines maladies héréditaires que nous n'allons pas en parler aujourd'hui. Voilà. Donc le fer, après l'apport alimentaire, dans l'idéal, quand l'absorption ne dépasse pas 10%,
il y a une boucle fermée entre la réserve, le transport et le pôle fonctionnel. Le pôle fonctionnel, le rôle du fer, il est destiné essentiellement à la fabrication des globules rouges au niveau de la moelle osseuse et pas ailleurs, essentiellement. 90 voire 99% de fer qui circule, il est stocké pour synthétiser l'hémoglobine. Et le fer qui circule dans le sang, il est lié à la transférine parce que le fer libre, il est toxique pour les tissus. C'est pour cela que l'autre paramètre qu'on utilise, le fer sérique, il n'est pas d'un apport très important, tout simplement parce que c'est un paramètre qui fluctue dans le temps, c'est l'équivalent du sucre. Si vous voulez, par exemple, modifier le traitement chez un diabétique, on ne va pas se baser sur la glycémie à jeun, il y a d'autres paramètres. C'est la même chose. Le meilleur reflet du stock en fer, c'est la transférine. Le fer sérique, c'est un paramètre qui fluctue. Il a un intérêt, on va le voir tout à l'heure, dans les thalassémies. La réserve, c'est essentiellement le foie, la rate et certains tissus, mais essentiellement le foie et la rate qui sont stockés essentiellement dans les hépatocytes et les macrophages. Donc c'est une boucle fermée. Tout déséquilibre de cette boucle va entraîner une perte du stock en fer, notamment le saignement ou au contraire le saignement, c'est-à-dire soit digestif, soit les menstruations chez la femme, ou au contraire un défaut d'apport, notamment lorsqu'on a une malabsorption ou un problème au niveau de l'alimentation. Voilà. Donc on va voir ces paramètres parce que la transférine, la ferritine et le fer sérique, ce sont les principaux paramètres sur lesquels on se base pour poser le diagnostic d'une carence en fer ou d'une anémie inflammatoire, etc. Alors le principal transporteur du fer, c'est la transférine. C'est une glycoprotéine synthétisée par le foie. Elle a 2 sites de fixation, d'accord, et elle a 2 fonctions essentielles. C'est le transport du fer de la moelle osseuse pour la synthèse de l'hème, et la deuxième fonction, c'est la mise en réserve dans les cellules du système réticulo-endothélial et les hépatocytes. Et donc, ce qui nous intéresse dans ce cas-là, ce n'est pas le dosage de la transférine, mais sa capacité de fixation du fer. C'est l'élément le plus important. Alors, la transférine, elle a un récepteur, ce qu'on appelle le TFR. Ce récepteur, il y a une forme membranaire qui est fixée aux différentes membranes des tissus et une forme soluble circulante. Là aussi, c'est un paramètre sur lequel on se base quand on a un problème pour trancher entre anémie ferriprive et anémie d'origine inflammatoire. Quand on a une carence en fer dans un contexte d'inflammation, le dosage de ce paramètre, c'est-à-dire le récepteur de la transférine, est important pour trancher dans certains cas. Alors la transférine, elle a un cycle, elle passe par cette étape. Elle fixe le fer dans la cellule macrophagique ou la cellule l'hépatocyte. Elle le fixe. Ensuite, elle va le libérer pour le stocker dans la ferritine sous forme de fer non héminique, c'est-à-dire 3Fe+, puis elle va ressortir pour capter de nouvelles cellules de fer, de nouvelles molécules de fer. Cette avidité à fixer les molécules de fer est utile. Le pourcentage de fixation des molécules de fer, elle est importante, elle est dosée pour justement trancher entre ce qui est carentiel et ce qui est inflammatoire. Donc, quand on a une carence en fer, en principe, cette avidité ou ce coefficient va augmenter pour fixer le maximum de fer possible quand on a une carence. Mais quand il y a une inflammation, il n'y a pas de carence en fer, mais c'est l'inflammation qui a fait le fer est là, mais il n'est pas utilisé et il est dévié vers les sites de l'inflammation. Donc, au lieu que le fer passe pour l'érythropoïèse, il passe dans les macrophages et donc il y aura une mauvaise distribution du fer, un détournement du stock du fer. La ferritine, c'est le meilleur reflet du stock en fer de l'organisme. Il y a une relation étroite entre la ferritine plasmatique et la réserve en fer. Donc, si vous faites le dosage du fer, vous êtes sûr et certain que vous avez une idée correcte sur ce qui se passe au niveau des tissus. Et le fer, il est stocké essentiellement au niveau du foie. La principale caractéristique de cette molécule, de cette protéine, c'est que c'est une protéine de l'inflammation et donc elle augmente chaque fois qu'il y a un syndrome inflammatoire.
Et donc, c'est pour cela qu'on ne se base pas uniquement sur le dosage de la ferritine. C'est pour ça qu'on recherche d'autres paramètres pour pouvoir trancher entre quelqu'un qui a une carence en fer initiale et chez qui il y a un syndrome inflammatoire chronique. Et donc l'anémie, elle sera multifactorielle. Voilà. Donc le deuxième type mécanisme de carence d'anémie, il y a le métabolisme des folates à côté du métabolisme du fer. Alors la vitamine B12 et l'acide folique. La vitamine B12, elle est présente dans presque tous les aliments. Elle a un mode d'absorption qui est assez lent. Il passe par l'estomac. Il sera fixé dans un premier temps à une protéine qui est le facteur intrinsèque. Il va traverser tout l'intestin grêle pour être absorbé au niveau de l'iléon terminal. Et là, la carence en vitamine B12, elle est très fréquente au cours de la maladie de Crohn, à la différence de la RCH qui s'exprime plus par la carence en fer. L'acide folique, elle aussi, c'est une vitamine qui est ubiquitaire, qui se trouve presque dans tous les aliments, les légumes verts essentiellement. L'apport journalier ne dépasse pas les 200 microgrammes. Et il y a beaucoup de médicaments actuellement combinés entre fer et acide folique qui ont en quelque sorte corriger leur présentation pour justement couvrir les soi-disant 200 mg par jour de besoins quotidiens. Et vous allez trouver des comprimés qui contiennent entre 350 et 400 microgrammes d'acide folique par jour. Les réserves en acide folique ne permettent pas de couvrir les besoins pendant longtemps en cas de défaut d'apport ou de défaut d'absorption et ne couvrent que 3 à 4 mois, à la différence de la vitamine B12 qui peut aller jusqu'à 3 ans et qui entraîne une installation de l'anémie sur une durée très prolongée. L'acide folique existe sous forme de mono et de polyglutamate. Il est absorbé essentiellement au niveau de l'intestin grêle et lui aussi, il est stocké au niveau du foie. Donc le foie, c'est le meilleur stock de presque tous les éléments de l'organisme. La carence en acide folique et en vitamine B12, comme on l'a vu tout à l'heure, elle s'exprime essentiellement par un défaut de synthèse d'ADN. Et donc, on aura un allongement du cycle cellulaire et un retentissement essentiel sur les cellules à renouvellement rapide, notamment les cellules hématopoïétiques, surtout la lignée érythroïde, et l'épithélium du tube digestif qui peut se manifester par des érosions et des lésions de la muqueuse. Au niveau de l'érythropoïèse, ça se manifeste par ce qu'on appelle le mégaloblaste. Le mégaloblaste, c'est un globule rouge qui a un cytoplasme grand et un noyau qui n'est pas mature. Et une fragilité, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure de l'asynchronisme de maturation nucléocytoplasmique. Et ce mégaloblaste, au niveau de la moelle osseuse, il est très fragile et il y aura une lyse de ces érythroblastes prématurés dans la moelle osseuse et c'est ce qu'on appelle l'avortement intramédulaire, qui s'accompagne d'une hémolyse qu'on peut détecter cliniquement par un subictère conjonctival et par la triade symptomatique de l'anémie hémolytique qui est la pâleur, l'ictère et la splénomégalie. Des fois, ce sont des signes qui sont très modérés et on peut passer à côté. Les marqueurs de l'hémolyse, c'est notamment la chute de l'aptoglobine. Voilà, donc là, comme vous le voyez, le retentissement, c'est également pas uniquement sur les globules rouges, mais aussi sur la lignée granuleuse. Et on va assister à des granulocytes qui ont un noyau qui est fragmenté. Et c'est le principal élément que les hématobiologistes recherchent pour nous répondre qu'il s'agit d'une dysgranulopoïèse avec des mégaloblastes. Ce sont deux éléments clés qu'il faut retrouver dans la réponse lors de la lecture du myélogramme. Le métabolisme des folates notamment peut être influencé par certains traitements qui sont utilisés dans le traitement de fond des MICI, notamment le méthotrexate qui inhibe la dihydrofolate réductase, qui est une enzyme clé dans le processus de formation des bases puriques et pyrimidiques de l'ADN. Et donc lorsque cette enzyme est inhibée, il y aura une accumulation
de la dihydrofolate qui va s'exprimer par des manifestations neurologiques essentiellement. Donc, comment on va poser le diagnostic de l'anémie après ce bref rappel des deux principaux mécanismes de l'anémie au cours des Mickey? Le diagnostic de l'anémie, il est d'abord clinique, parce que tout simplement, l'anémie, c'est l'expression du défaut d'oxygénation des tissus et qui s'exprime essentiellement par une pâleur cutanéo-muqueuse lorsque l'anémie est franche et par certains signes qui peuvent orienter vers l'un ou l'autre mécanisme, c'est-à-dire recherche de signes de carence en fer, la chute des cheveux, le problème au niveau des téguments, des ongles, etc. Et pour ce qui nous oriente vers la carence en folate, c'est les signes neurologiques, notamment la sclérose combinée de la moelle que certainement vous connaissez, et la longue lisse de Inter. Quand on a une atteinte neurologique, ce qu'on appelle le syndrome neuroanémique, c'est une carence en vitamine B12 sans discussion. Donc la définition de l'anémie, elle est aussi biologique, elle se base essentiellement sur le taux d'hémoglobine, pas l'hématocrite, mais uniquement le taux d'hémoglobine. Et donc, quand on a une femme enceinte, l'anémie se définit en dessous de 10,5 grammes par décilitre quand on est au 3e trimestre, moins de 12 grammes par décilitre chez la femme et chez l'enfant, et moins de 13 grammes par décilitre chez l'homme. Le meilleur examen pour poser le diagnostic d'une anémie, c'est là, bien sûr, la numération formule sanguine. C'est un examen qui n'est pas coûteux, qui ne dépasse pas 100 dirhams et qui est précieux, qui apporte beaucoup d'informations. C'est un examen qui comprend plusieurs paramètres. La lignée rouge, c'est la seule lignée qui a plus de paramètres par rapport aux autres lignées. Pour les globules rouges, il y a le taux de globules rouges, l'hémoglobine, l'hématocrite, le volume globulaire moyen, la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine et le taux de réticulocytes. Et en plus de ça, si on a des anomalies, il faut compléter par un frottis sanguin. Les valeurs normales, c'est toujours exprimé en intervalle, limite inférieure, limite supérieure, et c'est influencé par, bien sûr, l'âge et le sexe. La formule leucocytaire, elle est aussi importante. Si vous trouvez par exemple qu'il y a une neutropénie associée à une anémie, on va penser à une carence par exemple en vitamine B12 ou en acide folique. Alors chaque fois, avant de dire formellement qu'il s'agit d'une anémie, il y a toujours des diagnostics à éliminer, les fausses anémies, notamment les anémies par dilution, ou ce qu'on appelle l'hémodilution, c'est-à-dire le nombre de globules rouges dans un volume de plasma. Les principales étiologies, c'est la grossesse. Donc une femme enceinte, surtout au 3e trimestre, si vous trouvez 10,5 grammes par décilitre, c'est normal. Donc pour retenir le diagnostic d'une anémie, il faut que le taux d'hémoglobine soit inférieur à ce chiffre. Les hyperprotidémies, notamment dans les hypergamma-globulinémies, la présence de beaucoup de molécules de protéines augmente le volume global du plasma. Et donc, ça donne une fausse anémie par hémodilution. Également, il y a ce qu'on appelle les anémies par séquestration, c'est-à-dire quand on a des grosses splénomégalies. Je pense que vous avez l'habitude dans les syndromes d'hypertension portale, et il y a des chiffres bas qu'on peut accepter. Voilà. Avant de dire que c'est une NFS sur laquelle on va se baser, il y a un paramètre très important qu'il faut voir, c'est la CCMH. C'est un paramètre important de la validation de la technique. Si vous avez le maximum qu'on peut avoir, c'est 36. La CCMH, la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine, c'est un reflet de la coloration, la chromie du globule rouge. Si c'est bas, c'est en faveur de l'hypochromie. Et si c'est un chiffre qui dépasse 36, ça veut dire que l'automate n'est pas fonctionnel. Si vous trouvez par exemple un CCMH à 37 ou 38, il faut refaire la NFS. Comme ça, on a eu beaucoup de surprises comme ça, des patients qui ont un syndrome anémique chez qui on ne trouve rien. Donc il faut avoir l'habitude de regarder ce paramètre. Si c'est bas, c'est en faveur de l'hypochromie, mais si c'est très élevé, ça ne veut rien dire. Donc, et l'absence d'anomalie quantitative de l'hémoglobine n'est pas en faveur d'une anémie. Si l'anémie est franche cliniquement, il faut refaire l'examen, revérifier si la NFS a été bien faite. Voilà, donc les situations d'urgence, donc à côté des fausses anémies, l'étude critique de la NFS, il y a les anémies profondes qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Quand le taux d'hémoglobine est inférieur à 8, il y a certains qui disent 7,
tout simplement du fait du risque de mort subite en dessous de 8 à 7 grammes par décilitre. Voilà. La lignée rouge, elle est la seule lignée qui a un marqueur de bon fonctionnement en dehors, à la différence de la lignée blanche et des plaquettes. Ce sont les réticulocytes. C'est la cellule qui précède la dernière étape de maturation entre la moelle osseuse et le sang périphérique. Et quand la moelle fonctionne bien, le taux de réticulocytes augmente d'une façon très importante. Et donc là, en regardant ce paramètre, il est facile de dire est-ce que c'est d'origine centrale, c'est la moelle osseuse qui est malade, ou c'est un écourtement de la vie des globules rouges. Donc la conduite à tenir, c'est quand vous confirmez qu'il s'agit d'une anémie. Deuxième paramètre qu'on va regarder, c'est le volume globulaire moyen. S'il s'agit d'une microcytose, avec des globules rouges qui sont pâles, c'est-à-dire un taux de CCMH qui est inférieur à 32, là, on est dans la catégorie probablement de la carence en fer. Si vous vous rappelez tout à l'heure, on avait dit que le fer, il intervient à un stade très précoce de l'érythropoïèse et qu'à l'avance, on sait très bien que ça sera une anémie régénérative. Donc, ce n'est pas la peine d'aller demander le taux de réticulocyte. C'est une anémie microcytaire hypochrome d'office régénérative. Et au lieu d'aller demander le taux de réticulocyte, quoique actuellement avec les nouveaux automates, il y a certaines NFS, on met systématiquement le taux de réticulocyte. Au CHU, on le mettait avant, mais là on ne le met plus. À chaque fois, il faut demander. Et au lieu d'aller demander le taux de réticulocyte et attendre, il faut faire un bilan martial. Donc le bilan martial, essentiellement la ferritine, pour faire simple, la ferritine plus la CRP. Là, c'est ce qui existe dans les références. Je mets la même chose, fer sérique, capacité de saturation de la transférine ou de fixation de la transférine. Il y a différentes abréviations, mais on l'a dit tout à l'heure, le meilleur reflet du stock en fer, c'est la ferritine. Puisque c'est une protéine de l'inflammation, il faut systématiquement demander la CRP avec la ferritine. L'AVS, moi personnellement, je ne la demande pas, parce que ça ne me renseigne pas beaucoup. Quelqu'un qui a une anémie, on aura systématiquement une VS qui sera accélérée, parce qu'il y a peu de globules rouges qui font sédimenter rapidement, et donc elle sera accélérée. Donc la VS ne va pas me renseigner énormément, je préfère la CRP. Voilà, donc une notion très importante, il y a une notion entre carence martiale absolue et carence martiale fonctionnelle. La carence martiale absolue, c'est-à-dire quand on a une anémie, une chute de stock en fer avec un retentissement sur la synthèse de l'hémoglobine. Mais avant d'en arriver là, il y a la synthèse de l'hémoglobine passe par plusieurs étapes. Première étape, on peut avoir une petite baisse du taux du stock en fer de l'organisme sans retentissement sur la synthèse de l'hémoglobine. Ensuite, si ça persiste, donc on aura une baisse de la ferritine qui ne sera pas très importante. Quand ça persiste, la moelle osseuse continue à maintenir un taux d'hémoglobine qui est stable jusqu'à un moment. À ce moment-là, on aura la saturation de la transférine qui sera basse parce que tout simplement, il n'y a pas assez de fer pour la fixation. Si la carence en fer, le stock est presque vide, il n'y a plus rien, et donc ça, on le voit sur les examens de biologie, à ce moment-là, il y aura l'apparition de l'anémie. Et donc, on aura, en plus de la chute du stock en fer, le taux de saturation de la transférine, une chute du taux d'hémoglobine, et on aura une anémie qui est avérée. Donc, l'anémie ne s'installe pas d'emblée, elle passe par différentes étapes. Première étape, c'est la baisse progressive du stock en fer qui se manifeste cliniquement essentiellement par l'asthénie. Alors, les paramètres que nous avons cités tout à l'heure, la ferritine, la transférine, la saturation, tout à l'heure c'était TSAT, donc taux de saturation, ou coefficient de saturation, c'est la même chose, c'est exprimé en pourcentage, le fer sérique et l'hémoglobine. Et comme vous regardez, donc la ferritine, elle est abaissée au début, ensuite elle devient très abaissée, et l'hémoglobine va s'abaisser vers la fin. Donc, toute anémie par carence en fer, elle n'apparaît pas d'emblée, sauf dans les grandes hémorragies massives. L'installation de la carence en fer, elle est toujours progressive.
Donc, les marqueurs biochimiques que vous allez utiliser pour confirmer la carence en fer, le fer sérique, c'est ce qu'on appelle l'acidérémie, elle a une valeur normale en micromol chez l'adulte, elle a beaucoup de variations physiologiques, il n'est pas très intéressant pour le reflet, pour étudier le stock en fer. La transférine, c'est le transporteur. Ce n'est pas le dosage de la transférine elle-même qui est intéressant, c'est plutôt le coefficient de saturation qui normalement devrait être entre 20 et 40. Quand on a une carence en fer, le coefficient de saturation va augmenter parce qu'il est avide, il cherche à fixer le fer et donc on aura un chiffre qui dépasse les 40%. La saturation du récepteur de la transférine, c'est un paramètre qui diminue en cas d'inflammation et donc c'est un paramètre supplémentaire qu'on pourrait utiliser quand on doute entre ce qui est carentiel et ce qui est inflammatoire ou l'association des deux. Le meilleur reflet du stock, c'est la ferritine et comme vous le savez, c'est un intervalle qui est très large. Là, c'est 30 jusqu'à 300 microgrammes par litre. Moi, personnellement, j'ai mis ce qui existe dans les références. Moi, je vise 50. Pour moi, 50, c'est la normale. Ça permet de réduire les troubles, l'asthénie et les troubles des téguments, notamment la chute des cheveux, et la cassure des ongles. Vous avez un chiffre qui est très, très large. Quand on interprète cette ferritine, on l'interprète toujours en fonction de la CRP. Si par exemple vous avez une ferritine qui est au-dessus de 100, c'est une ferritine qui est normale, avec une CRP qui est normale bien sûr, négative. Et si vous avez une ferritine qui se rapproche de 30, pour moi c'est carentiel. On dit que même si vous avez une ferritine entre 50 et 100, on est toujours dans le carentiel. On peut se permettre de supplémenter en fer. J'écarte la carence en fer quand j'ai un taux de ferritine qui dépasse 100 microgrammes par litre ou 100 nanogrammes par millilitre, ça dépend des unités, et il faut que la CRP soit normale. Il y a les autres paramètres dont je vous parle depuis tout à l'heure, la capacité de saturation, etc. On les utilise, il y en a d'autres, il y a la mesure du zinc, etc. Il y a le RET-HE, j'ai vu une tonne de paramètres que nous, personnellement, on n'utilise pas. La capacité le taux de saturation de la transférine, c'est un élément qui est important, qu'on ne demande pas beaucoup, ça reste un petit peu coûteux. Si vous demandez NFS, ferritine plus CRP, ça sera une ordonnance qui frôle les 700 dirhams. C'est un peu cher pour le patient. Vous ajoutez à cela le coefficient de saturation de la transférine, donc vous allez probablement atteindre les 1000 dirhams, juste pour prendre une décision. Personnellement, je me base essentiellement sur le taux de ferritine et la CRP. Si par exemple j'ai une CRP qui est élevée, quand je dis élevée, ce n'est pas 10, c'est aux alentours de 50 et plus, et d'une façon chronique, alors que j'ai un taux de ferritine à 50. La ferritine, c'est une protéine de l'inflammation, donc elle devrait augmenter quand on a une CRP qui est élevée. Donc ça veut dire que de base, elle est diminuée. Donc ça veut dire que très probablement, c'est une carence initiale et la ferritine a juste augmenté un petit peu pour devenir normale. Donc là, je peux me permettre de supplémenter par le fer. Voilà, donc ça reste à discuter, chacun sa façon de faire. Alors, revenons au cas particulier des anémies inflammatoires. L'inflammation, elle fait baisser le fer sérique. Il n'y a pas de carence en fer, on peut avoir l'association des deux, mais si on n'a pas de carence en fer, qu'est-ce qui se passe? La ferritine, le fer, au lieu qu'il soit orienté vers la moelle osseuse pour former les globules rouges, pour former l'hémoglobine, il sera orienté vers les macrophages. Donc le pool du fer il est réorienté vers autre chose, vers les sites inflammatoires. Donc pour les paramètres, pour la ferritine, elle a augmenté parce que le fer mobilisé a augmenté. Et l'hémoglobine, la synthèse de l'hémoglobine va diminuer. En général, le taux d'hémoglobine ne baisse pas en dessous de 9 grammes par décilitre. Si on a une chute qui est beaucoup plus importante, il faut rechercher un facteur associé, soit une carence associée, soit un autre problème au niveau de la moelle osseuse. Voilà. Donc, quand on a la même idée de tout à l'heure, il n'y a pas de problème de stock en fer, c'est juste un problème de transport
la transférine, au lieu qu'elle soit orientée vers la moelle osseuse, elle va ailleurs. Voilà, et donc les paramètres, on aura une ferritine qui est normale ou élevée. Si le point de départ est diminué, elle sera normale quand on a une inflammation, et la capacité de saturation ne sera pas élevée parce qu'il ne s'agit pas d'une carence en fer. Voilà, donc pour récapituler et pour clore ce côté d'anémie microcytaire, en gros, quand on a une anémie microcytaire et ou hypochrome, il faut faire le dosage du fer, de la transférine et surtout de la ferritine associée aux paramètres de l'inflammation et qui sont essentiellement la CRP. Donc si vous avez une baisse de tous ces marqueurs de stock en fer, il s'agit très probablement du carence en fer. Si on a une ferritine qui est normale ou augmentée avec une CRP qui est élevée, c'est l'inflammation. Si par contre le seul intérêt de faire le dosage du fer sérique, si on le trouve élevé, c'est avec une ferritine qui est normale, on parle d'anémie hypersidérémique qu'on voit essentiellement dans les hémoglobinopathies, notamment la thalassémie. Et donc dans ce cas-là, il faut, au lieu d'aller transfuser le patient, il faut d'abord faire une électrophorèse de l'hémoglobine pour confirmer de quel type d'hémoglobinopathie il s'agit. Donc c'est la troisième hypothèse devant une anémie microcytaire hypochrome. Voilà, donc les autres types d'anémie, on a parlé des anémies microcytaires, les anémies normocytaires normochromes arégénératives ou régénératives. Comme d'habitude, il faut toujours écarter les causes évidentes, notamment l'inflammation, les insuffisances endocriniennes, les insuffisances d'organes nobles, notamment le rein, le foie, etc. Il faut vérifier l'éthylisme chronique et compléter par un bilan hépatique. Si on n'a pas ça, donc on va passer au myélogramme. Pourquoi le myélogramme? Parce qu'il s'agit d'une anémie arégénérative avec un taux de réticulocytes qui est diminué. D'ailleurs, c'est le seul reflet du bon fonctionnement de la moelle osseuse. Donc, les principales étiologies, soit on va trouver un envahissement, soit on va trouver un syndrome myélodysplasique qui est une dysérythropoïèse d'origine néoplasique, soit c'est la mégaloblastose secondaire en carence acide folique et vitamine B12 qu'on retrouve assez fréquemment dans les Mickey, soit c'est une aplasie médulaire, moelle pauvre. Le troisième grand volet des anémies, moi je résume, ce sont les anémies régénératives. Dans ce cas-là, la moelle osseuse elle fonctionne bien. Le reflet du bon fonctionnement de la moelle osseuse, c'est le taux de réticulocytes. Quand je dis anémie avec une moelle osseuse qui fonctionne bien, on s'attend à un taux de réticulocytes qui est très élevé. Si vous avez un taux de réticulocytes aux alentours de 150 000, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la moelle osseuse. Si vous avez par exemple un taux d'hémoglobine A7, normocytaire ou macrocytaire, régénératif, vous devez avoir un taux de réticulocytes qui dépasse les 200 000. Alors là, on va se dire, la moelle osseuse, elle réagit au déficit détecté au niveau des vaisseaux périphériques. D'accord? Et donc, les principales étiologies, c'est soit une réaction à une hémorragie aiguë, ça pourrait arriver au cours surtout de la RCH ou des colites sévères. Sinon, ça sera l'hémolyse. Il y a de rares cas d'anémie hémolytique qui sont rapportés dans la littérature avec les Mickey. C'est quelques case reports qui ont été rapportés. L'anémie hémolytique, elle doit être auto-immune parce que c'est une maladie auto-immune spécifique d'organes. Et donc là, il faut faire un bilan étiologique spécifique de cette anémie hémolytique. Il faut faire le test de Coombs direct pour rechercher s'il y a des anticorps qui sont dirigés contre ces globules rouges. Il faut rechercher une anémie hémolytique corpusculaire. Je ne sais pas si vous avez dans votre pratique courante, si vous avez des patients qui ont des hémoglobinopathies et qui par malchance ont développé une Mickey. Et donc là, c'est la malchance avérée, absolue. Donc ça sera est-ce que vous avez eu des cas comme ça? Jamais. Je ne sais pas si moi, j'en ai jamais vu. Ils ont d'autres problèmes. Mais l'anémie hémolytique auto-immune associée au Mickey, ça pourrait être soit associé, c'est une autre pathologie qui évolue pour son propre compte et le bilan étiologique il est à part, et les Mickey, et ça sera j'imagine, une anémie difficile à gérer. Voilà. Donc, en gros, voici les mécanismes des anémies. Je ne vais pas parler de la prise en charge parce que c'est Madame Yousfi qui va en parler. Il y a plusieurs diapos. Je m'arrête là. Merci beaucoup.
Bonsoir à tous. Donc c'est toujours un plaisir de participer et répondre présent aux demandes de la GERC. Bon, je fais partie du bureau, donc ça me fait plaisir doublement. Donc bienvenue à tous. Je remercie professeur Rabhi pour sa présentation très détaillée concernant la physiopathologie des anémies et qui est axée principalement sur les anémies dans les Miki aujourd'hui. Donc je vais essayer de vous parler de la gestion pratique de ces anémies que nous rencontrons au quotidien chez nos patients. Donc, on sait très bien que c'est une complication qui est fréquente, c'est une des manifestations extradigestives les plus fréquentes chez les patients qui font des maladies inflammatoires chroniques intestinales, à savoir qu'à peu près 30 à 90% de ces patients vont faire une carence martiale et un tiers de ces patients vont développer carrément une anémie avérée, donc une hémoglobine qui est basse. Alors, le plus souvent, ce qu'on rencontre, les causes les plus fréquentes, c'est la carence en fer, mais la maladie inflammatoire en elle-même peut être à l'origine de ces anémies et de ces carences en fer, comme on l'a compris, à travers le rôle de l'hepsidine, qui fait qu'il y a un problème de circulation de fer dans l'organisme. Et donc, ce fer est mal utilisé, et du coup, il y aura une baisse forcément de l'hémoglobine éventuellement, ou bien une anémie chez le patient. Alors, il faut savoir pourquoi on discute aujourd'hui, on parle de cette anémie et cette carence martiale, parce que tout simplement, ça va altérer la qualité de vie du patient et ça peut par ailleurs aussi, dans certaines situations, compromettre donc son pronostic vital lorsque cette anémie va être vraiment sévère, avec des chiffres qui sont inférieurs à 8 grammes d'hémoglobine ou même parfois sans arriver à ce chiffre-là. Alors, les causes, je reviens très rapidement juste pour faire une petite synthèse pour dire tout simplement que les causes les plus fréquentes d'anémie dans les Miki vont rester essentiellement la carence martiale et l'anémie inflammatoire. Alors, la carence martiale, pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un saignement digestif chronique, mais aussi parce qu'il y a souvent, en cas de maladie de Crohn essentiellement, une malabsorption duodénale du fer et du coup on aura une diminution des réserves en fer. Alors par ailleurs, le patient il peut y avoir un déficit d'apport, donc qui est secondaire à des anorexies, à des douleurs abdominales qui vont faire que le malade va éviter de s'alimenter. Il va être très sélectif aussi dans ce qu'il va prendre comme aliment et du coup on aura des carences et il y aura aussi des idées reçues, ne pas manger de viande rouge, ne pas manger telle ou telle chose. Donc ça les patients viennent nous raconter souvent ça en consultation. Ils se font subir des restrictions comme ça, donc, et qui font que finalement ils auront des carences d'apport. Comme l'a dit le professeur Rabhi, le fer contenu d'origine animale est finalement le meilleur à proposer pour ces patients, bien sûr lorsqu'ils ont une absorption qui est normale, donc une muqueuse qui n'est pas pathologique et qui est capable d'assumer cette fonction d'absorption intestinale. Alors par ailleurs, comme insistait professeur Rabhi, les déficits en vitamine B12 et acide folique devraient être pris en considération, surtout chez les patients qui ont des atteintes gréliques étendues, essentiellement iléales, et aussi les patients qui ont des résections intestinales importantes, qui vont intéresser l'ilion ou les résections iliocécales, etc. Donc il faut penser à supplémenter ces patients, au moins checker de manière annuelle le taux de vitamine B12, d'acide folique, afin de pouvoir les supplémenter en cas de nécessité. Et puis bien sûr, j'insisterai sur les anémies causées par les traitements, donc c'est aussi des anémies qu'on connaît, donc essentiellement les patients sous azatioprine. Maintenant la sulfasalazine est de moins en moins utilisée, on va dire quasiment pas utilisée, donc elle était responsable, le principal responsable d'anémie, mais là on l'utilise plus et donc on parle essentiellement de l'azatioprine.
Les autres causes sont exceptionnelles, comme l'a bien souligné professeur Rabhi, et le fait de les retrouver avec une maladie inflammatoire chronique va être vraiment de la malchance. Donc voilà. Est-ce qu'il faut attendre l'apparition des symptômes pour prendre en charge un patient par rapport à sa carence martiale? Eh bien, on va voir que sur les recommandations de l'écho, il est conseillé de dépister ces patients de manière régulière parce qu'ils ont, on l'a dit, dans 30 à 90% des cas, une carence en fer. Il ne faut pas attendre l'installation de l'anémie symptomatique cliniquement, qui bien entendu on connaît très bien les symptômes, c'est pas la peine de revenir sur ça, la fatigue, l'irritabilité, etc., la chute de cheveux, la qualité de vie est vraiment altérée, la fonction de reproduction, la libido, etc., donc tout est vraiment altéré, donc la qualité de vie du patient, elle n'est pas vraiment intéressante. Donc, je vous ai mis cet arbre décisionnel simplement pour un peu reparler de ces paramètres et faire la différence entre cette carence martiale absolue, c'est-à-dire une vraie carence en fer, et la carence martiale fonctionnelle où il y a un défaut d'utilisation du fer secondaire à cette hepcidine qui va redistribuer le fer vers les macrophages et donc l'érythropoïèse ne sera pas favorisée donc, chez ces patients. Donc, il y a ces différentes situations cliniques, l'anémie fériprive pure et dure où on a une hémoglobine qui est diminuée, donc si on est au stade d'anémie, un coefficient de saturation diminué, une ferritinémie qui est basse forcément, et un récepteur soluble, les récepteurs solubles de la transférine qui sont augmentés. On attend à capter cette transférine donc, qui est basse et un VGM qui est généralement bas, c'est des anémies qui sont microcytaires. Alors, l'anémie inflammatoire, quant à elle, la particularité, c'est la ferritine qui va être élevée. Donc, parfois, elle dépasse les 100, comme ça a été mentionné, et un VGM, là encore, qui est bas. Les récepteurs sont normaux, les récepteurs solubles transférine, ce n'est pas un paramètre qu'on demande en pratique ou en routine, mais ça permet, lorsque vraiment on a un doute pour faire la part entre anémie inflammatoire pure et dure et anémie, l'association d'une anémie fériprive et inflammatoire, on a recours à ce genre de paramètres, mais franchement, dans notre pratique, on n'arrive pas à ça. Comme a dit le professeur Rabhi, donc on finit par avoir un certain bon sens et avec la ferritinémie, la CRP, le taux d'hémoglobine, le VGM, à la limite le coefficient de saturation transférine, donc on arrive à avoir un diagnostic exact et corriger donc cette carence ou cette anémie, qu'elles sont inflammatoires ou mixtes, ou carentielles, pure et dure. Alors, donc, comme je disais, les recommandations de l'écho insistent sur le dépistage de la carence martiale chez les patients qui ont une maladie inflammatoire. Lorsque cette maladie est en rémission ou modérément active, il faut checker tous les 6 à 12 mois, donc en faisant une ferritine, un dosage d'NFS bien sûr, ferritine, CRP. Et chez les patients qui ont une maladie vraiment très active, là, il faut checker de manière beaucoup plus rapprochée, donc tous les 3 mois, afin de dépister cette carence martiale. Voilà, donc bien sûr l'acide folique, la vitamine B12 chez les patients qui sont à risque, notamment une maladie de Crohn étendue, comme on a dit, une résection chirurgicale. Alors pour ce qui est du diagnostic, on ne va pas se répéter, donc les paramètres là on les connaît très bien, donc il va falloir les demander et puis classer le patient donc selon les 3 colonnes du tableau qui a précédé pour savoir comment faut-il traiter et prendre en charge ce patient. Donc, comment traiter finalement cette carence martiale ou bien cette anémie chez ces patients Mickey? Alors, toujours avant de traiter, il faut éliminer une autre cause d'anémie. Donc, ne pas se dire que voilà, il y a une anémie, donc je dois injecter du fer, je dois donner du fer oral. Donc, demander les dosages de vitamine B12, acide folique, vérifier qu'il n'y a pas un traitement médicamenteux qui fait qu'on a cette anémie. Et puis, par la suite, bien entendu, se baser sur le dosage de la ferritine.
Mais il faut toujours évaluer l'activité de la maladie intestinale. Si cette maladie est vraiment active et la CRP est élevée, la calprotectine fécale elle est élevée, endoscopiquement aussi on a des lésions, peut-être même histologiquement, il est important de traiter d'abord cette maladie inflammatoire avant de proposer un traitement de cette anémie ou de cette carence martiale. Parce que sinon, autrement, on ne serait pas efficace. D'accord? Donc, en dosant la ferritine, lorsqu'on a une ferritine qui est inférieure à 30 nanogrammes par millilitre, alors il s'agit donc d'une anémie ferriprive, bien sûr, lorsque la maladie n'est pas active. Et même si la maladie est active, donc on a dit que si la ferritine, si la maladie était active avec l'inflammation, normalement la ferritine devrait augmenter vers une valeur de 100 ou de 50, etc. Alors, lorsque vous avez une ferritine entre 30 et 100 nanogrammes par millilitre, le traitement de l'inflammation, d'abord, bien sûr, parce que c'est une anémie inflammatoire, et on redose la ferritine. Donc, si elle est toujours élevée au-delà de 100, eh bien, ça veut dire qu'on est devant une anémie inflammatoire. Si, par contre, elle reste normale, eh bien, à ce moment-là, il faut doser les récepteurs, donc solubles de la transférine. Une étape que nous, on ne fait pas en pratique, mais en général, donc le dosage de la transférine seule donc, est suffisant. À saturation, coefficient de saturation de transférine est suffisant. Et la notion qui est nouvelle depuis quelques années, c'est un rapport entre les récepteurs solubles de la transférine et la ferritine. Donc lorsqu'on peut faire ce dosage, lorsque ce rapport est supérieur à 2, ça veut dire que c'est une anémie inflammatoire associée à une carence martiale. Mais lorsque le rapport est inférieur à 1, c'est une anémie qui est inflammatoire. Mais là encore, ça reste des dosages qui ne sont pas couramment utilisés. Je ne connais pas personnellement le prix de ce récepteur soluble, tu nous en parleras tout à l'heure. Donc, mais ça fait partie des algorithmes maintenant lorsqu'on voit les recommandations. Alors, on va traiter cette carence et cette anémie. Donc, quels sont les objectifs thérapeutiques? Notre objectif thérapeutique principal, c'est de normaliser l'hémoglobine si jamais on a une anémie qui est avérée et restaurer le stock en fer, donc en cas de cette carence martiale. Donc, pour arriver donc, à une normale en 30 et 300, donc c'est vrai que c'est assez large comme intervalle. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ça dépend peut-être de l'individu, de son activité, de beaucoup de choses. Mais c'est une discussion qui est intéressante en tout cas. C'est vrai que quelles sont les vraies valeurs de cette ferritine, hein. Des fois on a 29, on se dit on se sent mal, et des fois on a 9, on se sent bien. Donc c'est un peu bizarre. Donc en plus de ça, il faut bien entendu essayer, il faut avoir comme objectif une augmentation d'au moins 2 grammes donc de l'hémoglobine, si jamais on a une hémoglobine basse, dans un intervalle de 4 semaines. Donc ça pour savoir qu'on est vraiment efficace avec un traitement d'anémie ou un traitement de carence martiale avec une anémie. Alors, quels sont les moyens dont nous disposons? Bien sûr, nous disposons de l'alimentation, l'apport oral naturel du fer, mais si on est chez un patient qui est déjà anémique, avec une carence en fer qui est avérée, il n'est plus question de se baser sur cette alimentation. Donc, il y a des patients qui viennent nous dire j'ai mangé des lentilles, je prends des lentilles, je les mouline, etc. Et ça ne sert absolument à rien du tout. Et donc, il n'est plus question d'apport nutritionnel. Là, on va parler d'apport médicamenteux, de thérapeutique médicale. Alors, on a le fer oral, donc on connaît très bien, donc il y a énormément de produits qui sont commercialisés. Le fer injectable depuis quelques années déjà, donc pas mal d'années on va dire. Et on a aussi l'association à l'érythropoïétine qui pourrait, dans certaines situations, être nécessaire donc, pour traiter ces patients. Alors on va commencer par le traitement par voie orale. D'abord, d'emblée, on va parler des limites, parce qu'on sait très bien que le traitement par voie orale, il y a énormément de limites qui font que l'utilisation va être réduite. D'abord, la faible biodisponibilité, puisque l'absorption intestinale de ce fer oral ne dépasse pas les 20%. Donc elle est entre 10 et 20%. Alors,
D'autant plus qu'on est chez des patients qui ont un problème d'absorption intestinale. Et donc, voilà, donc elle va être réduite peut-être de moitié, même plus. Donc, on est vraiment inefficace. Par ailleurs, il y a la toxicité intestinale du fer oral. Donc, on va voir qu'il y a des effets d'abord qui sont ressentis par le patient, donc des vomissements, des constipations, intolérance, douleur abdominale, et donc ils vont faire que le patient va venir vous dire « je ne peux pas continuer ce traitement », donc il y aura un problème d'observance thérapeutique. Par ailleurs, il faut savoir que les ions, c'est le fer ferreux ou le fer ferrique, Fe2+, donc diffusent passivement et leur diffusion n'est pas contrôlée. Donc cette absorption, même si vous avez un déficit en fer, il n'y a pas d'élément qui va réguler cette absorption et donc on n'est pas efficace. Donc ça rejoint finalement cette histoire de biodisponibilité. Ensuite, il y a des interactions nombreuses avec certains aliments, certains médicaments. Il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas boire de thé, il ne faut pas boire de café, il ne faut pas boire de lait, etc., etc. Donc, pas mal d'aliments qu'il faut éviter, qui vont agir sur cette absorption de ce fer que vous donnez aux patients. Alors, les différents fers disponibles par voie orale, donc pas mal de spécialités que nous connaissons, les dosages sont variables. Donc récemment, le lipofer, c'est un produit qui est apparu depuis quelques années. Alors, il est dosé de manière, disons, faible, on va dire, par rapport aux autres, mais il a cet avantage d'être encapsulé dans des granules, etc. Et donc, le passage apparemment directement vers le foie, etc. Et donc, il aurait peut-être une place plus intéressante en termes de fer par voie orale. Donc, il y a quelques études qui ont testé dans les MICI et qui vont montrer qu'il y a moins d'effets secondaires, plus d'adhérence au traitement, mais il n'y a pas vraiment de différence significative par rapport à l'élévation du taux de réserve en fer ou bien d'hémoglobine. Ça reste donc une biodisponibilité en réalité, surtout dans les MICI, où il y a de l'inflammation, il y a un problème d'absorption, ce n'est pas très supérieur par rapport aux autres fers. Donc, il rejoint les autres molécules. Donc, les différentes interactions de l'absorption du fer oral avec les aliments, donc je passe, donc la liste est longue, mais bon, on a parlé du thé, du café, etc. Donc, c'est des choses qui sont connues. Donc, il faut surveiller ce qu'on mange. Il faut prendre le fer loin des repas pour qu'il n'y ait pas d'interaction, de préférence à jeun le matin, etc. Alors, les effets secondaires du fer oral, il y a une revue systématique qui a regroupé 111 études, donc pas mal de patients, donc à peu près 10 000 ou 11 000 patients. Alors, ils ont testé pas mal de molécules de fer. L'essentiel, c'est qu'il y a un taux d'arrêt de traitement et de non-observance qui est à peu près de 50% secondaire à ces effets secondaires qui sont gênants pour le patient. Maintenant, quel est l'effet du fer oral sur la MICI, sur la maladie inflammatoire? Eh bien, mis à part le problème d'adhérence au traitement, etc., il y a aussi un problème de toxicité qui est manifeste et évident. D'ailleurs, il y a un risque de poussée de la MICI, donc ça a été confirmé sur des cobayes au laboratoire, donc ça c'est quelque chose de clair. Et même chez certains patients, donc sur cette méta-analyse, il y a un taux de réactivation de la maladie chez les patients donc, qui ont pris du fer par voie orale. Et par ailleurs, ce fer par voie orale, il est connu avec un risque cancérigène sur la muqueuse intestinale. Donc ça, c'est des éléments qui sont sortis de cette revue de la littérature. Donc l'alternative, c'est le fer par voie parentérale, donc le fer injectable. Alors ce fer injectable, il existe deux molécules, donc le fer saccharose, donc plusieurs produits commercialisés, donc Encipher, Fermed et Venofer, et le fer carboxymaltose, donc qui est commercialisé sous le nom fer inject. Alors ces présentations-là permettent, on va le voir, donc une meilleure gestion de cette carence martiale et cette anémie. Alors, de quelle manière? Eh bien, tout simplement,
parce que le fer injectable va bloquer les effets de l'hepsidine. Et du coup, on n'aura pas besoin de transporteurs, etc. Il y a un passage direct dans le plasma et du plasma directement vers la moelle osseuse et pour booster l'érythropoïèse, etc. Donc, ça, c'est l'avantage de se faire par voie parentérale. On va essayer de voir quels sont les différents effets donc, en cas de maladie inflammatoire donc, de ces fers par voie injectable. Donc, cette étude-là qui a testé le fer inject versus fer oral donc, au cours de la MICI. Alors, qu'est-ce qu'elle a montré? Donc, il s'agit d'une étude multicentrique de phase 3. Il y avait un groupe contrôle, une randomisation. Alors, on a comparé l'efficacité du fer inject et de sa sécurité par rapport à un fer par voie orale, le sulfate de fer oral, dans la correction de l'anémie ferriprive en cas de MICI. Donc, les résultats étaient les suivants. Alors, ça, c'est les paramètres épidémiologiques. Donc, il y avait aussi bien des colites ulcéreuses que des maladies de Crohn dans le groupe de patients. Majoritairement, donc, essentiellement, on va dire des femmes, hein, les patients. Majoritairement, 60% de femmes. Et donc pour le fer inject, pour les patients sous fer inject, c'était essentiellement des femmes, et même pour les patients sous fer oral, c'était des femmes. Donc voilà, donc c'est probablement une coïncidence ou un billet de sélection, je ne sais pas. En tout cas, il y avait, sur le plan des scores de qualité de vie, ils étaient franchement altérés dans les deux groupes. Et on va voir donc les effets sur la qualité de vie de ces patients, le ressenti et les symptômes de la carence en fer suite au traitement. Donc, d'abord, on a essayé de voir l'évolution du taux d'hémoglobine à la semaine 12, qui était un critère primaire d'évaluation. Et comme vous le voyez, donc, sur ces deux courbes, donc, les éléments en rouge, ce sont les éléments du fer injectable, et les éléments en gris, c'est le fer oral. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de différence significative par rapport à l'augmentation de ce taux d'hémoglobine, donc à la semaine 12. Maintenant, la différence, on va la voir lorsqu'on va analyser les effets précoces de cette prise de fer injectable. Vous voyez, à la semaine 2, donc déjà après 2 semaines, grâce au fer injectable, on a une élévation donc, qui est très très intéressante, avec une différence franchement significative par rapport au fer oral. Alors pareil pour la semaine 4, donc, mais à partir de là, donc, le fer oral va essayer de rejoindre un peu la courbe de l'augmentation de l'hémoglobine. C'est-à-dire l'augmentation de 2 déviations standards, 2 grammes par décilitre, donc déjà obtenu au bout de 2 semaines par le traitement injectable. Alors ceci va permettre tout simplement de réduire la dose cumulée en fer ingéré chez le patient. Parce que pour obtenir des résultats donc, similaires, il faut une quantité de fer oral qui avoisine les 16 800 mg. Alors que pour le fer injectable, on a 1405,5 mg. Donc la différence, elle est vraiment importante. Hein. D'autant plus que ce fer oral, il est vraiment toxique sur la muqueuse intestinale, etc., et les effets secondaires. Alors, qu'est-ce qu'on va préférer? Est-ce qu'on va préférer atteindre notre objectif cible avec 16 800 mg de fer ou bien avec 1400 mg de fer au bout de 2 semaines, alors que pour le fer oral, il nous faut 12 semaines pour essayer pour rejoindre l'efficacité obtenue par le fer injectable. Donc, je pense que le choix est vite fait, que ce soit pour le patient ou pour le praticien. Alors, pareil, donc ça c'est simplement, donc on dit un peu la même chose. Voilà, donc je passe. Alors, maintenant concernant la sécurité du produit, la tolérance, les effets secondaires, etc. Donc vous voyez que en termes de sécurité, donc le fer inject il dépasse, donc il y a moins d'effets secondaires, etc. Et du coup il y a moins d'arrêt de traitement à cause de ces effets secondaires grâce au fer injectable par rapport au fer oral.
Maintenant, donc, on va tester deux formes différentes de fer injectable, donc les deux qui existent sur le marché. Donc, on ne fait pas attention aux non commerciaux. Hein. Ça, c'est l'étude qui a fait ça. Donc, c'est l'étude qui est connue. Donc, Fergicor Study, donc qui a été déjà, elle est ancienne, hein, là de 2011. Et donc, cette étude, il a testé, il a comparé le fer inject avec le Venofer lors de la Mickey. Alors, donc on a des patients qui étaient en activité, on va dire, modérée, légère à modérée, hein, pour les patients Crohn ou les RCH. L'hémoglobine était entre 7 à 12 grammes chez la femme et 7 à 13 grammes chez l'homme, avec un taux de ferritine qui ne dépassait pas les 100 microgrammes par litre. Donc l'âge moyen était, l'âge bien sûr était au-delà de 18 ans et on a exclu tous les patients qui avaient reçu un traitement avec du fer ou de l'érythropoïétine ou bien transfusion sanguine dans les 4 semaines qui précédaient le recrutement des patients. Alors on a recruté au total 244 patients sous fer inject et 241 patients sous Venofer. Alors le schéma de l'étude était comme suit. Alors le principe c'était que les patients qui prenaient du fer inject en rouge ici, ils avaient simplement 3 injections au total. Et les patients qui étaient sous Venofer, ils répondaient à la formule de Ganzoni avec un calcul selon le poids, selon l'hémoglobine cible, etc. Et du coup, ils avaient besoin de beaucoup plus de perfusion ou d'injection que les patients qui étaient sous fer inject. Et donc, on évaluait ces patients donc, à 12 semaines pour avoir bien sûr une augmentation de l'hémoglobine, plus de 2 grammes par décilitre. Et comme objectif secondaire, on devait normaliser tout simplement les paramètres, hémoglobine, etc., ferritine. Alors, le traitement par fer inject pour les 244 patients, eh bien, on faisait tout simplement comme on fait actuellement, donc selon le poids et selon le taux d'hémoglobine. Lorsque l'hémoglobine elle dépasse supérieur ou égal à 10, donc on perfusait si le patient avait un poids inférieur à 70 grammes, 1000 mg. Et voilà, donc vous connaissez les formules, ce n'est pas la peine de s'attarder sur ça. Et on répartissait bien sûr sur 3 perfusions maximum, donc soit 2000 ou 500 mg une fois par semaine. Cette perfusion, toujours pas moins de 15 minutes, diluée dans du sérum salé, etc. Alors, pour les patients sous Venofer, donc on calculait la dose, bien sûr, selon la formule de Ganzoni, et on avait une hémoglobine cible de 15 grammes par décilitre et des réserves de fer à 500 mg, donc comme objectif thérapeutique. Alors, on répartissait bien sûr jusqu'à 11 perfusions, donc ce qui va prolonger un peu cette prise en charge de 200 mg de fer, donc 2 fois par semaine, et la durée elle est plus allongée donc, par rapport au fer inject. Les résultats, alors la quantité, donc la dose totale qui était administrée donc, au bout des 12 semaines, c'était 1160 mg de Venofer et 1377 mg de fer inject. Et concernant les résultats donc, de cette étude, l'augmentation de l'hémoglobine de plus de 2 grammes par décilitre était obtenue donc, dès le départ donc, de manière différente. Vous voyez qu'au bout de 12 semaines, on avait beaucoup plus de résultats par le fer inject que par le Venofer. Voilà. Et la normalisation ou l'augmentation donc, de l'hémoglobine, donc plus de 2, ou carrément la normalisation de cette hémoglobine était beaucoup plus importante pour le groupe fer inject que le groupe Venofer, et donc de manière donc, significative pour les deux situations. Alors, qu'en est-il de la normalisation de la ferritine et du coefficient de saturation de la transférine? Eh bien, là encore, on avait une meilleure réponse pour le fer inject. Donc là, le fer inject, vous l'avez en ligne donc,
continue là au-dessus, donc la ligne continue au-dessus, donc il fait toujours mieux donc par rapport à la ferritine également, ainsi que la transférine. Vous voyez que la ferritine elle augmente déjà de manière précoce au bout de 2 semaines. Mais il faut garder en tête que cette élévation de la ferritine qui est précoce, qui est importante à la 2e semaine ou même à la 4e semaine, donc c'est pas le taux réel de ferritine qu'il faut garder en tête, c'est-à-dire qu'il faut attendre une baisse qui va se voir à la 4e semaine et qui est en fait le vrai chiffre de ferritine obtenu après la perfusion, parce qu'il y a une augmentation précoce mais qui n'est pas réelle, c'est pas vraiment le taux réel de la ferritine qu'il faut avoir en tête. Voilà, donc notez que la réponse est beaucoup plus précoce avec le fer inject. Il y a moins de perfusion, donc une meilleure compliance du patient, il vient moins à l'hôpital, moins de perfusion, et donc plus pratique pour le malade. L'amélioration de la qualité de vie à la 12e semaine, donc, elle est plus importante et de manière significative, puisque donc, le patient va rapidement augmenter son stock et les objectifs seront rapidement atteint. Alors pareil pour le coût efficacité, donc on se pose la question toujours, est-ce que ça coûte moins cher, est-ce que ça coûte plus cher, etc. Eh bien il se trouve que cette étude a montré que le coût efficacité donc, était en faveur du fer inject. Voilà, donc le nombre de perfusions, donc c'est clair que le nombre de perfusions est beaucoup plus élevé avec le vénofer que le fer inject, donc c'est dans la définition et dans le protocole, et on aura donc une meilleure observance avec le fer inject. Oui, alors la tolérance, donc très peu d'effets secondaires, on va dire, pour les deux. Hein, là, il n'y a pas vraiment de différence significative. Le fer injectable, donc très peu de cas de choc anaphylactique ou de rage cutanée, peut-être quelques réactions au point d'injection, etc. Mais ce n'est pas vraiment significatif en termes d'effets secondaires. Voilà, donc les deux sont bien tolérés. Alors finalement, donc voilà, donc c'est une répétition. Donc les réactions anaphylactiques sont exceptionnelles, de l'ordre de 0,6%. Et voilà, donc il y a certaines contre-indications, bien sûr, chez les gens qui ont déjà fait des chocs anaphylactiques, très allergiques, etc. Il faut bien sûr prendre ses précautions et éventuellement, si jamais on est obligé de faire cette injection, il faut la faire avec un réanimateur à côté. Voilà. Donc, en pratique, c'est un arbre décisionnel que je vous propose, donc pour voir un peu comment on va gérer en pratique, donc regrouper un peu l'ensemble de ce qu'on vient de dire. Lorsqu'on a confirmé la carence en fer, bien entendu, on dose la ferritine, coefficient de saturation de la transférine. Si on est devant une anémie en cas d'absence d'inflammation, donc on a une ferritine inférieure à 30 avec un coefficient de saturation qui est inférieur à 20%. Si on a par contre une inflammation, donc la ferritine à ce moment-là, si elle est inférieure à 100 avec un coefficient inférieur à 16%, eh bien la carence martiale, donc elle est confirmée. Et donc à ce moment-là, si l'anémie elle est sévère, il faut rapidement traiter, donc rapidement injecter du fer. Si par contre l'anémie n'est pas sévère, on peut checker la CRP. Et donc si cette CRP est normale, on peut donner du fer oral. Il faut que la maladie soit quiescente, vraiment inactive. Et on peut, à ce moment-là, traiter par du fer oral. Préférer idéalement du lipofer pour éviter les effets secondaires du fer oral. Et optimiser donc la tolérance et l'observance du traitement. Par contre, si on a une CRP qui est élevée, eh bien à ce moment-là, donc c'est le fer injectable. Ça ne sert à rien de donner du fer oral. Il y a de l'inflammation intestinale, donc il n'y aura pas d'absorption optimale et suffisante, tout à fait. Et donc, si on est inefficace avec le fer injectable, on peut avoir recours à l'érythropoïétine, bien sûr associée à des injections de fer injectable, en fonction bien sûr du contexte. Et peut-être qu'il y a des facteurs associés donc à cette carence martiale. Et c'est des patients qui sont rares, finalement. Ils sont au cas par cas, donc à discuter bien sûr avec les collègues néphrologues, internistes, etc.
Alors, si vous avez traité par du fer oral et vous êtes en échec, eh bien, il faut passer au fer injectable. L'essentiel, c'est que chez ces patients, la qualité de vie est tellement altérée, ils sont tellement fatigués par leur maladie chronique que le fait de rajouter une carence en fer, ça aggrave les choses. Et donc, il faut les prendre en charge de la manière la plus optimale qui existe. Voilà, donc je vais conclure tout simplement en insistant sur le fait que c'est un véritable problème que vivent les patients. Donc elle est réelle, cette anémie, cette carence surtout, la carence martiale qui peut arriver jusqu'à 90% des patients. Donc il faut la dépister systématiquement, la chercher de manière régulière. Pour les patients qui sont en activité de leur maladie, c'est tous les 3 mois. En général, il y a de l'anémie associée, etc., un minimum chez ces patients. Et chez les patients qui sont dans la maladie quiescente, eh bien, il faut les évaluer tous les 6 à 12 mois, voilà, donc 6 mois à 1 année, afin de dépister cette carence en fer et la traiter pour normaliser l'hémoglobine et normaliser le stock en fer. Ça, c'est systématique et c'est obligatoire. Donc, je pense qu'on est tous d'accord aujourd'hui pour le fait de privilégier le fer injectable sous toutes ses formes. L'essentiel, c'est que ce soit le fer injectable et non pas le fer oral, du fait de sa toxicité intestinale. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, je pense, au nom du bureau de la GERC, au nom de des membres de la GERC, je remercie professeur Rabhi et professeur Liotsfi pour leur brillant exposé. C'est vrai, donc c'est un problème qu'on rencontre quotidiennement. C'est donc c'est un problème récurrent, c'est les anémies dans les Miki. Donc, même si les 2 exposés étaient très excellents, je pense que peut-être qu'il y a des questions à poser. Je pense que les 2 professeurs sont là, donc pour répondre à vos questions. Je vous demande, parce que peut-être on a pris un petit peu de temps, c'est des questions brèves, des réponses brèves, et à vous la parole. Je tiens tout d'abord à remercier les 2 oratrices pour leur excellente présentation, donc qui ont fait le tour de cette question qui nous intéresse en tant que gastro-entérologue. Donc ils ont assez insisté qu'il faut toujours mener une réflexion à chaque fois qu'on a une anémie chez un patient ayant une colite inflammatoire. Mais j'ai une première question concernant les paramètres biologiques à demander pour faire la part entre la carence martiale et l'inflammation. Est-ce qu'il faut se contenter de la ferritine, la transférine et la CRP, sachant que la CRP elle a ses limites, des fois on a une maladie qui est active alors que la CRP elle est normale. Donc est-ce que ces 3 paramètres sont suffisant ou est-ce qu'il faut demander d'autres paramètres, notamment fibrinogène? Alors la CRP, effectivement, elle a une cinétique de 3 jours, mais quand le processus inflammatoire est prolongé, elle va se prolonger, elle va augmenter. Alors la différence, c'est si la normale de la CRP, c'est inférieur à 6 mg par litre. Si vous trouvez par exemple un taux de CRP à 14 ou à 10, vous allez l'interpréter comme normal? Non, c'est pas normal. C'est une maladie inflammatoire chronique, réellement chronique, qui évolue à bas bruit. Une CRP normale, c'est inférieur à 6 mg par litre. Donc tout dépend de votre interprétation. Justement, des fois on a une CRP qui est inférieure à 5, alors qu'il y a de l'inflammation, que la maladie elle est active. Active sur quel plan? Sur le plan endoscopique, histologique. La corticothérapie, elle fait baisser la CRP. Les autres paramètres, c'est pas pour l'inflammation, c'est pour trancher entre une carence en fer et une carence inflammatoire. J'avais parlé de l'anémie, est-ce qu'elle est inflammatoire ou est-ce qu'elle est carencielle? C'est pour ça qu'on a recours aux autres paramètres. Si on hésite, en pratique, j'en ai parlé tout à l'heure, la CRP plus la ferritine, en général, ça me suffit. Parce que dans notre pratique courante, là, on parle dans l'absolu, dans la théorie. Donc, on ne se soucie pas du coût des examens, mais en pratique courante, ça me pose un réel problème. Et en général, j'arrive à trancher. En général. La transférine, quand est-ce que vous demandez? Je tranche entre inflammatoire. La question, est-ce que je mets du fer quand il y a de l'inflammation ou pas?
Donc, quand il y a de l'inflammation, la ferritine, elle a un cycle de 1 semaine à peu près. Si l'inflammation cesse, elle va diminuer et revenir en dessous de 300. Quelqu'un qui a une carence en fer, il n'aura pas 300. Il aura moins de 50 ou moins de 30, selon les... si l'inflammation persiste, ben la ferritine persiste. Elle va persister, elle va rester au-dessus de 300. Donc là, c'est réellement une anémie inflammatoire. Mais si j'ai une CRP qui est modérément élevée, avec une ferritine qui paraît normale, là, c'est certainement une carence en fer associée. Et donc là, il faut penser à traiter l'inflammation, plus supplémenter en fer en fonction des... Deuxième question, s'il vous plaît. Hein? Dans le même sens, s'il vous plaît. Je pense que Siyah fait allusion au fait que dans les Miki, il y a 20%, 10 à 20% de patients qui n'élèvent pas leur CRP. Initialement, depuis le départ, ils ont une CRP normale, alors qu'ils ont une activité endoscopique. D'accord. Donc ces patients-là... Il a posé la question par rapport aux autres paramètres. Les autres paramètres que j'ai cités, c'est pour faire la part entre ce qui est 40. Pour l'anémie, c'est pas pour l'inflammation. D'accord. Je parle d'inflammation. Non, l'inflammation, la CRP, on peut utiliser d'autres marqueurs. Il n'y a pas uniquement la CRP. On peut utiliser le fibrinogène. Non, nous avons la carte protective fécale. Nous avons la carte protective fécale. C'est ça. Et même la ferritine, c'est un reflet de l'inflammation. C'est ce qu'on utilise dans le Covid actuellement. On se base plus sur la ferritine que sur les autres paramètres. Si la ferritine diminue, le malade est sorti d'affaire. D'accord. Je voulais juste dire que la CRP en pratique courante, en général, lorsque la maladie est active, la CRP est élevée. Exceptionnellement, elle va être basse. Il y a une certaine proportion de patients, mais il n'y a pas que la CRP. On a l'endoscopie, on a la calprotectine fécale, le patient qui est vraiment symptomatique sur le plan clinique. Donc tout ça, c'est des éléments qui vont nous faire dire que la maladie est active. Donc il y a une inflammation intestinale et d'autant plus si la ferritine est élevée avec une anémie, une hémoglobine basse à 9 ou à 10, qui fait qu'il y a une ferritine à 100 avec une hémoglobine à 10. Avec un patient qui est symptomatique, c'est un contexte d'anémie inflammatoire, probablement une carence martiale associée, et c'est là qu'on va utiliser le coefficient de saturation de la transférine pour savoir s'il y a une carence associée, ou éventuellement les récepteurs solubles qu'on n'a jamais demandé. Le prix, tu m'as dit 300 dirhams à peu près. D'ailleurs, ça va nous emmener à parler du traitement, donc du choix entre traitement par voie orale et injectable. Donc ton algorithme, donc tu as parlé de l'hémoglobine plus de 10 avec CRP normal. On peut proposer traitement par voie orale. Hémoglobine plus de 10 avec CRP normal. Oui, on suppose que la maladie est inactive. Il est inactif, oui. Voilà. C'est-à-dire que l'absorption va être optimale, sachant que l'absorption va être optimale, sachant que cette absorption, elle est vraiment déjà chez un individu qui n'a pas d'inflammation, qui a une muqueuse intestinale normale, elle est diminuée par rapport à l'apport du fer parentéral. Peut-être changer, au lieu de dire absence de CRP normal, absence de sigmoïde d'inflammation. Oui, mais le marqueur par excellence, c'est la CRP. Oui, mais c'est pas très fréquent. C'est-à-dire que la définition de la colite inflammatoire, c'est une CRP élevée. Ça fait partie de tous les scores. Si vous permettez une autre question, toujours concernant l'exploration de l'anémie, acide folique, vitamine B12. Donc le Sadelius, donc il a parlé, donc il faut les demander en cas d'atteinte iléale extensive, en cas de résection. Mais des fois, est-ce qu'il faut se limiter à ces deux situations pour demander l'acide folique et la vitamine B12, ou quand est-ce qu'il faut les demander? Bien sûr, si on a une anémie macrocytaire, en l'absence de macrocytose, bien sûr, en l'absence de macrocytose. Voilà, en l'absence de macrocytose. Oui. C'est pas ma spécialité. Ce n'est pas une question de spécialité, ce sont les règles de base, les notions de base. Quand la carence en vitamine, en folate en général, elle donne la macrocytose. La carence en fer, elle fait baisser le VGM. Donc l'association des deux, on aura une hormocytose. Voilà, on peut avoir une anémie bimorphe. Alors l'interprétation des paramètres, c'est toujours en fonction de la clinique, bien entendu. Et les valeurs de normalité, ce n'est pas un seul chiffre chez l'être humain, c'est toujours une limite inférieure et
Bien sûr, il y a une limite supérieure pour englober les variations intra-individuelles et interindividuelles dans une population donnée. Et quand on interprète les chiffres, surtout d'oligo-éléments, il faut voir l'idéal pour dire que c'est normal, il faut que ça soit au milieu. Par exemple, pour la vitamine B12, c'est entre 200 et, si je me rappelle bien, 800 à peu près, ou les 900 ou les 700. Donc c'est un intervalle qui est très... Donc une vitamine B12 qui est à 180 ou les 200, elle est diminuée. Elle n'est pas normale. Il faut qu'elle soit au milieu. Voilà. Pareil pour le VGM. Tout à l'heure, on a parlé toutes les deux de la carence absolue, la carence fonctionnelle, etc. Les patients qu'on voit en consultation à gogo, ce sont des patients qui consultent tous les Marocains, j'imagine. Ils ont tous la fatigue, l'asthénie. Quand on demande, on regarde la NFS d'abord, le VGM, il tombe vers 80. Donc, les hypochrome, CCMH 32, 33, c'est la limite inférieure. Donc, il faut demander la ferritine. Et quand on demande la ferritine, elle est inférieure à 20, 10 des fois. Voilà. Donc, l'interprétation des chiffres, quand on est devant quelqu'un qui a un intestin grêle qui est inflammé, et on sait à l'avance qu'il a un souci d'absorption, à mon avis, je demande systématiquement la vitamine B12 et l'acide folique avec, bien sûr, la ferritine et la CRP. La VS, je l'ai dit tout à l'heure, il faut... Moi, je ne demande, sincèrement, je ne demande jamais la VS, la vitesse de sédimentation. Et quelqu'un qui a une anémie, elle est toujours accélérée. Donc, ça va me dérouter. Il ne faut pas l'utiliser comme un deuxième marqueur de l'inflammation à côté de la CRP. Il faut demander autre chose si vous voulez vérifier le syndrome inflammatoire. Il y a plein de protéines. Merci Sichbihi, merci professeur Rabhi, professeur Yussi pour ces excellentes présentations. Alors il y a une seule question, je pense pour le moment sur le chat, concernant le coefficient de saturation transférine. En cas d'anémie ferriprive, est-ce qu'il est augmenté ou diminué? Alors quand on a l'organisme, chaque fois qu'il y a un problème, en principe si j'ai une carence en fer, le transporteur devrait augmenter sa capacité de... Voilà, donc il est, voilà, il est affamé, donc il cherche à, voilà, elle est élevée, donc il cherche il va augmenter ça. Il n'a pas voilà, il n'y a pas le récepteur, il augmente ses antennes pour chercher le fer qu'il ne retrouve pas. Voilà. Merci professeur Rabhi. J'ai une question s'il vous plaît. Pour nos malades Mickey, lorsqu'on corrige justement l'anémie et la ferritine qui est basse par du fer inject ou du fer oral, alors par la suite, quand est-ce qu'on doit contrôler et avoir une hémoglobine correcte au cours du suivi? Est-ce que c'est suffisant ou bien on doit veiller à ce que la ferritine soit un taux X? Alors, j'ai vu dans les recommandations qu'il se base sur le taux d'hémoglobine pour les Mickey. Bon, moi, personnellement, en dehors des Mickey, je me base sur les deux paramètres. Les deux. Alors, quand on démarre le traitement par voie orale, il met plus du temps pour corriger les paramètres que le fer injectable, bien entendu, parce qu'il court-circuite le barrage digestif. En principe, dans la théorie, en l'absence de malabsorption, le taux d'hémoglobine augmente de 2 points au bout d'un mois. Et la ferritine, elle ne se corrige qu'à partir de 3 mois. Ça, c'est pour la voie orale. La voie injectable, il y a des nuances. En principe, dans les recommandations, ils marquent du produit. Ils disent qu'on peut faire la ferritine au bout de 2 semaines après l'injectable. Mais c'est surestimé. Il faut attendre minimum 2 mois pour avoir une réelle valeur. Même pour la perfusion, ce qui est marqué sur les papiers, en général, quand on a une ferritine inférieure à 10, il faut mettre 1000 mg, 1 gramme. Dans la pratique quotidienne, je mets 500 mg et ça donne des effets impeccables, surtout avec le fer inject. Voilà, ça marche. Et donc, ça dépend c'est au cas par cas, en fait. Voilà, c'est au cas par cas.
Si vous voulez passer à la voie orale comme relais, oui, c'est possible, pour maintenir le bénéfice après la voie injectable. Bon, tout dépend, comme a dit Mounia, de l'état inflammatoire de l'intestin. Tout à l'heure, moi, j'allais vous présenter un petit diagramme sur l'hepsidine. Il y a une petite étude qui a montré que ماشي أنا. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui. Alors, l'hepsidine, elle n'est pas dosée. D'accord? Le dosage se fait dans le laboratoire de recherche. D'accord? Et ça se dose, mais ce n'est pas codifié. Pour que ça soit dosé il faut que la méthode de dosage soit standardisée, tout simplement. Donc, ce n'est pas le cas, ce n'est pas encore le cas. Et donc, ceux qui font le dosage de l'hepsidine, c'est purement de la recherche. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dosé l'hepsidine après chaque prise de fer oral. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Première prise, en général, c'est 2 prises par jour. La première prise, le taux d'hepsidine est diminué. La deuxième prise, il augmente. Donc, ils ont dosé le fer après la prise orale. Le taux de fer dans le sang après la deuxième prise, il est nettement inférieur que celui de la première prise. Donc, l'hepsidine, elle agit même à des niveaux très, 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 très bas. Voilà. Donc, c'est pour ça que ils sont arrivés même à dire que chez les patients qui ont un problème d'inflammation de l'intestin, quelle que soit l'étiologie, même la maladie cœliaque, il vaut mieux fractionner la prise du fer, d'une part pour garantir la tolérance, et d'autre part, la petite dose que vous allez prendre, elle sera bien absorbée, elle ne sera pas inhibée par l'hepsidine. Donc, est-ce qu'on va refaire le fer injectable? Oui, on peut le faire. Sauf qu'il faut faire attention par rapport aux patients qui sont intolérants stricts à la voie orale, qui ne tolèrent pas, qui ont peut-être une maladie inflammatoire qui est tout le temps active et que le fer est un danger pour la muqueuse intestinale. Donc le seul remède, c'est bien sûr le fer injectable. Donc à quel rythme on va faire la perfusion? Est-ce que ce sont des patients chez qui je vais passer une ampoule et ça va suffire, ou bien je serai obligé de passer de fortes doses? Donc là, dans certains écrits, ils rappellent qu'il faut faire le dosage du phosphate, de la phosphatémie, et on risque d'avoir une hypophosphatémie qui pourrait entraîner une crise cardiaque. Donc les patients qui seront, j'espère que ces patients ne sont pas nombreux, mais si c'est le cas, il faut faire un dosage du phosphate et le corriger juste avant. C'est probablement dû à la malabsorption de plusieurs oligo-éléments. La dernière question. Ce n'est pas des questions, mais c'est des remarques. Mounia l'a très bien dit, et je le répète encore, que le fer oral a une place très limitée dans la gestion des MICI. Il faut plutôt privilégier le fer pour avoir injectable. Il faut savoir qu'il y a des limites. La question que je pose concernant le nouveau fer, bien ce qu'on appelle l'hypofer, le fer lyophilisé, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça permet de réduire les effets indésirables? Ou bien est-ce qu'il obéit au même mécanisme physiopathologique? Et bien sûr, il faut privilégier plutôt le fer injectable. C'est la première question. Deuxième question, c'est pour le praticien. Je peux répondre à la première oui, parce que j'oublie. J'ai une carence en fer d'ailleurs. Non, c'est vrai. En fait, le lipofer, effectivement, et il y a une étude, je voulais la projeter, mais ça allait faire beaucoup trop long, et Monsieur le Président m'avait dit de vraiment raccourcir. Et donc, effectivement, le lipofer, moins d'effets secondaires, meilleure biodisponibilité, c'est vrai. Il y a une seule étude, j'ai trouvé. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais effectivement, c'est efficace. Voilà. Est-ce qu'on peut le prescrire chez un patient qui a un syndrome inflammatoire? Mais non. Donc c'est la même chose. Toute la voie orale, mais il fait mieux dans les MICI. Ça, c'est une étude dans les MICI. Il fait mieux. Maintenant, si vous avez une inflammation sévère, ça ne sert à rien de donner la voie orale. Peut-être une forme qui est légère, oui, c'est possible. Une activité minime. Alors, moi, j'avais trouvé 9 études sur le lipofer. L'idée, c'est quoi? C'est que ce sont des gélules ou des comprimés faiblement dosés, en allant dans le sens que le fer élément qui est contenu dans le comprimé, il est entièrement absorbé.
Et donc, en principe, en théorie, il n'y a pas de fer qui ne sera pas absorbé. Et c'est le fer qui n'est pas absorbé qui est à l'origine des dégâts au niveau d'une muqueuse inflammée. Voilà. Donc, est-ce que ça a été prouvé par des études? J'ai trouvé 9 études avec des faibles voilà, échantillons. Pas uniquement sur les MICI, mais différentes, les hémorragies digestives, les femmes enceintes, les insuffisants rénaux chroniques, etc. Un petit échantillon de 50, et il y a eu une augmentation du taux d'hémoglobine après 3 mois de traitement, sans effet secondaire. Donc, est-ce que cet échantillon, je n'avais pas beaucoup de détails, je ne me rappelle plus en fait des détails, mais est-ce qu'ils ont choisi des malades qui ont une MICI qui est stable, ou bien, je n'ai pas les détails, sincèrement. Mais les autres études du lipofer, c'était basé essentiellement sur est-ce qu'il fait aussi bien que le fer injectable. C'était ça l'idée, parce qu'en gros, le mécanisme, il se rapproche de celui de la voie injectable. Il utilise le macrophage, endocytose par le macrophage, qui va le transporter, qui va le confier à la transférine, puis aller vers les stocks. Mais il faut des études pour que ça soit prouvé. Deuxième question, c'est pour le praticien, donc Mickey. Donc, quel est le bilan minimum à demander lors de la surveillance d'un patient ayant une Mickey stable? Donc on avait l'habitude de demander la NFS, la CRP, la calprotectine. Moi je pense que ce que j'ai compris, c'est que la ferritine doit figurer maintenant dans le bilan de surveillance. Oui, c'est une recommandation depuis longtemps déjà de l'ECHO. 2016 déjà, on avait pour traiter l'anémie, évaluer l'anémie et dépister l'anémie, c'est ces 3 paramètres: ferritine, hémoglobine et CRP. Ferritine pour le stock, l'hémoglobine pour le retentissement et la CRP pour savoir si on est devant une inflammation ou pas. Donc voilà, c'est ça les... Vraiment la dernière question, s'il faut être scellé. Je remercie les oratrices pour leurs excellents exposés. Excusez-moi de vous retenir davantage. Alors, je voudrais savoir quelle serait la place des transfusions de globulaires dans les anémies dues au MICI. Alors, dans l'arbre décisionnel comme Mounia, moi j'avais préparé un autre, similaire, on va dire, et c'était effectivement en fonction du taux de ferritine, moins de 30 à 100, plus de 100. Et il y a un autre qui se base sur le taux d'hémoglobine. Et l'hémoglobine, quand c'est inférieur à 7, d'accord, inférieur à 7, quand c'est toléré, c'est-à-dire le malade est eupénéique, etc., d'abord le fer injectable. Quand c'est mal toléré, on transfuse. Pourquoi on évite les transfusions? La transfusion, quand on dépasse 20 poches de CGR, de concentré de globules rouges, c'est la surcharge en fer avérée. On va tomber dans l'autre penchant. Donc là, au lieu de discuter la supplémentation en fer, on va discuter les chélateurs en fer. D'abord, les chélateurs en fer, c'est très coûteux, c'est l'affaire de l'hématologie. Quand on passe une poche de sang, elle fait augmenter le taux d'hémoglobine d'1 point. Donc, 2 poches, c'est ce qui est autorisé en transfusion pour éviter la surcharge et l'OAP. Le fait de transfuser d'une façon rapprochée, ça expose le malade au risque de complications de la transfusion. En dehors de l'OAP, il y a le risque de transmission de certaines maladies, quoique on dit que actuellement, le Maroc, il respecte les recommandations de l'OMS, etc. Voilà. Voilà. Et le malade, voilà, il aura des agglutinines irrégulières. J'ai appris récemment que le centre de transfusion de Fès, il donne du sang phénotypé pour tous les patients. Mais le sang, quand on dit phénotypé, c'est-à-dire pas uniquement ABO rhésus, mais aussi des sous-groupes de globules rouges, les plus connus. Mais il y a toujours d'autres sous-groupes qui seraient à l'origine de la formation d'agglutinine irrégulière. Et donc ça apparaît, peut-être ça n'apparaît pas lors de la 3e transfusion, mais ça va apparaître par la suite et on va finalement tomber dans le piège de transfusion inefficace. Le malade va avoir des complications d'hémolyse sur le long terme plutôt que d'avoir une augmentation du taux d'hémoglobine et avoir une surcharge en fer. Voilà. Donc il vaut mieux éviter la transfusion. Et c'est pour ça que Mounia tout à l'heure elle avait mis EPO en dernier, érythropoïétine. L'érythropoïétine en hématologie, ce sont des fortes doses, ce n'est pas l'érythropoïétine en néphrologie.
La néphro, c'est le rein qui ne produit plus de l'érythropoïétine. Tout à l'heure, quand j'avais montré le schéma qui à peu près retrace dont a besoin la moelle osseuse pour fabriquer des éléments, l'érythropoïétine intervient à 3 niveaux, précoce, moyen et final, l'érythropoïèse tardive, et ça stimule l'érythropoïèse. Quand ça fait défaut dans le rein, il suffit de petites doses d'érythropoïétine pour stimuler l'érythropoïèse. Si vous voulez l'utiliser pour augmenter l'érythropoïétine en dehors d'une insuffisance rénale, il faut viser la moelle osseuse. Et pour que la moelle osseuse puisse être stimulée, il faut d'abord que le stock en fer soit correct et il faut utiliser de fortes doses d'érythropoïétine pour pouvoir booster l'érythropoïèse. Ce sont des doses qui peuvent aller jusqu'à 40 000 unités en sous-cutané par semaine. C'est très coûteux et il faut prévenir les manifestations thromboemboliques et cardiovasculaires, même si le taux d'hémoglobine n'est pas augmenté. Ça, c'est la principale complication de l'érythropoïétine. Donc la gestion n'est pas si simple que ça. L'objectif, c'est d'espacer les transfusions. Voilà. Merci, c'était très intéressant. Donc, à votre nom, au nom du bureau de la GERC, je remercie le professeur Rabih, professeur Lyusfi. Je vous remercie pour votre présence. Je remercie les laboratoires Hikma, c'est un grand partenaire de la GERC, et ils sont toujours présents avec nous lors des journées et lors des tables rondes. Donc, j'espère que cette coopération continue et on va essayer de la fructifier. Je vais vous parler des journées. Je pense que vous avez coché dans votre agenda le 12, 13, 14 novembre. Ça sera les 8e journées de la GERC. Et Inch'Allah, ça sera à Ifrane. Donc, vous allez recevoir des emails pour l'inscription, pour le programme et pour tout. Donc, je pense que maintenant, on a tous un petit creux ici. Donc, on va passer à côté. Encore une fois, merci. Je vous remercie et à la prochaine fois.